Salam alaikum, Az-Zulf Laouen, bonsoir. Un seul héros, le peuple. Jamais la devise de la guerre de libération nationale n'aura été aussi tangible, aussi indubitable qu'en 2019. Depuis 11 mois, le peuple algérien lutte d'une manière exemplaire au sein d'un mouvement populaire et pacifique d'une ampleur inégalée dans l'histoire nationale, dans le but de mettre fin à un régime autoritaire, illégitime et corrompu qui a systématiquement ruiné le pays et désorienté la société depuis l'indépendance. L'année 2019 en Algérie, c'est celle du courage, de la dignité, de la révolte, de la confiance, de la réappropriation et de l'intelligence collective. C'est l'année de la renaissance des pays entiers dont le peuple aspire à construire un avenir meilleur. Abdelkader Ben Saleh démissionne. L'histoire retiendra incontestablement que vous n'avez eu de cesse d'être l'homme de la situation à chaque fois que le pays a fait appel à vous. Peut-on lire dans la lettre de remerciement d'Abdelmajid Tebboune adressée à Ben Saleh. Fidèle serviteur du système en place depuis les années 70, Ben Saleh ne s'est jamais départi de cette règle, acceptant toutes les missions qui lui ont été confiées par les pouvoirs successifs. L'histoire retiendra incontestablement que vous étiez l'homme du régime, M. Ben Saleh. Vous vous êtes irrigué contre la volonté populaire, fervent défenseur de l'arrêt du processus électoral de 92, défenseur et serviteur de la Isaba de Bouteflika. Abdelkader Ben Saleh fait partie de ceux que le mouvement de contestation populaire appelle les B au départ, desquels il appelle depuis le 22 février dernier. En tant que symbole de l'ancien système. Par ailleurs, la mort de l'ex-chef d'état-major semble avoir fragilisé Abdelkader Ben Saleh, qui lui a servi de couverture légale à l'intérieur du pays et diplomatique à l'étranger, et avec lequel il formait un binôme jusqu'à sa disparition imprévue qui semble avoir chamboulé bien des calculs. M. Abdelmajid Tebboune, président imposé, a présidé dimanche à Alger son premier conseil des ministres. Cette réunion intervient après l'annonce jeudi de la composante du gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le nouveau gouvernement compte 39 membres, dont 7 faisaient partie de l'ancien gouvernement, dont le ministre de la Justice Zarmati, pour assurer la continuité d'une justice qui répond aux ordres. Le système judiciaire algérien a décidé de la libération de 76 détenus à travers les wilayas d'Alger, Constantine, Oran, Chlef, etc. Disons-le sans embâge, c'est une décision politique. Les détenus avaient été arrêtés sur instruction. Ils sont sortis de prison après des instructions. Cette situation affligeante nous permet d'affirmer que les institutions telles qu'elles fonctionnent actuellement n'offrent de toutes les garanties pour respecter les libertés des citoyens et l'état de droit. Un piège en programmant la présidentielle du 12 décembre dernier, le pouvoir en place pensait que le mouvement populaire allait être découragé et par conséquent s'essoufflera. Il n'en fut rien. Les mobilisations enregistrées durant les derniers vendredis devront lui donner à réfléchir et à relancer éventuellement son appel au dialogue. Mais autour de quoi et avec qui il devra répondre sur cette question. Abdelmajid Tebboune fait face à un vrai casse-tête. Le Hirak qui se poursuit avec plus de détermination. Que fera-t-il pour tenter de désamorcer cette crise qui secoue le système? En conclusion, la menace aux frontières de la Libye, même si elle est réelle, ne doit justifier sous aucun prétexte la culpabilisation du Hirak et l'empêchement de surgissement de la démocratie sur cette terre d'Algérie. Sba'snin Barakat en 62 et la guerre des sables en 63 sont dans toutes les mémoires. Et la doctrine de la sécurité nationale est à repenser. Une autre Algérie est en train de naître. L'action collective retrouve du sens et la concentration des forces susceptibles de lui donner du contenu pédagogique est un devoir patriotique. De notre point de vue, les personnes qui agissent à contre-courant pour affaiblir le Hirak et relégitimer le système
répondront devant le tribunal de l'histoire. L'Algérie post-22 février est un pays sur la voie du changement, une nation en mouvement, une société en action. Et au-delà des victoires politiques sur le régime, le Hirak a surtout permis de se repolitisation de la société, la réappropriation de l'espace public, la lecture critique du récit national et l'engagement d'un débat harmonieux sur l'avenir du pays. La souveraineté populaire sera arrachée tôt ou tard, étape par étape. Les Algériens continueront avec la même ardeur à marcher au nom de la dignité, de la justice et de la liberté, en mobilisant toutes les énergies pour que l'an 2 de la révolution pacifique du 22 février consacre les aspirations d'un peuple qui mérite tous les honneurs. L'Algérie, le titre de notre histoire ce soir, dans cette émission, Algérie, la souveraineté populaire sera arrachée tôt ou tard. C'est le titre de notre émission. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour en discuter sur ce plateau. Ali Edjoudi, président de Riposte Internationale. C'est Ali, marhaba bik, Azoul Fellay. Azoul, bonsoir Sénassal, bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Et aussi le plaisir d'accueillir Fatah Bendali, vice-président de Djildadid Europe, membre du Conseil national. Fatah Bendali, marhaba bik, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Et le plaisir aussi d'accueillir professeur Nourdine Aoussat, écrivain et universitaire. Professeur Nourdine Aoussat, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Abdelwahab Zaatri, enseignant à l'université de Constantine, via Skype, depuis Constantine. Abdelwahab Zaatri, marhaba bik. Marhaba bik, Khoya Nasser, merci à vous, mes salutations à tout le monde. Yatik Saha, meilleurs vœux, c'est Abdelwahab. Et on aura aussi le plaisir d'accueillir Madame Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, Union pour le changement et le progrès. Zoubida Assoul est avec nous, on me dit. Madame Zoubida Assoul, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je suis sur la route, j'espère que la communication va être bonne. Très bien. Madame Zoubida Assoul, je vais commencer donc cette émission par vous. Je sais que vous êtes en route et je ne vais pas trop vous déranger. Madame Zoubida Assoul, il y a un article donc, dans le journal Al-Khabar qui dit que vous êtes favorable au dialogue qu'a proposé Abdelmajid Tebboune.
Écoutez, je crois que j'ai fait une première réaction à chaud après surtout le titre qui n'est pas du tout en adéquation avec le contenu. Effectivement, hier, j'ai eu une interview par téléphone avec le journaliste du journal Khabar. On a parlé de la situation et effectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui ou parler d'un dialogue alors que le président de l'État, qui est là depuis son investiture, il n'a pas dit un mot sur d'abord le dialogue. Il n'y a pas d'appel au dialogue. C'est ce que j'avais dit. La deuxième des choses, c'est que nous avons des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sortent depuis 10 mois et qui manifestent et qui expriment des revendications du peuple algérien qui demande une rupture totale avec ce système, qui exige une transformation du mode de gouvernance en Algérie, qui demande l'indépendance de la justice, mais qui demande aussi d'aller vers un état de droit et un état qui renforcerait les libertés individuelles et collectives des citoyens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue dans une ambiance qui dure depuis maintenant 10 mois, où le peuple continue à sortir, à revendiquer, puisque beaucoup d'Algériens et d'Algériennes sont encore, surtout les activistes et les manifestants et des politiques et des activistes de ce Hirak, sont encore en prison. Nous, depuis le départ, on avait parlé, et depuis d'ailleurs, vous vous rappelez, avec le Maghribiya, je suis passée plusieurs fois, pour dire que nous, avant même qu'il y ait les élections, avant même qu'il y ait la feuille de route du pouvoir, on avait appelé à un dialogue inclusif, un dialogue qui irait vers un dialogue national où l'ensemble des Algériens et toutes les tendances Très bien, Madame, parler justement de la solution politique de la crise. Très bien, Madame Assoul, quand vous dites, juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire, Madame Assoul, quand vous dites que vous avez appelé au dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, appeler au dialogue avec ce régime? Vous l'avez si bien dit, les Algériens n'en veulent plus. Depuis le 22 février, ils n'arrêtent pas de sortir chaque semaine pour dire que nous voulons un vrai changement du système. Quand vous dites nous avons appelé au dialogue, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, j'avais dit, à l'époque déjà, et avant même, moi en tant que présidente de l'UCP, avant même qu'il y ait le 22 février ou le 17 février ou le 19 février, ça a commencé à Kharrata, à Khenchla, ensuite à Alger, on avait déjà proposé d'aller vers un dialogue, de rejeter le 5e mandat et d'aller vers un dialogue pour vraiment une nouvelle feuille de route, de nouvelles gouvernances, de nouvelles règles de fonctionnement en Algérie. Mais après, la donne a changé depuis le 22 février puisque le peuple est dans la rue, il est resté dans la rue jusqu'à ce vendredi puisque j'y étais moi-même aux manifestations d'Alger ce vendredi, 3 janvier 2020. Mais maintenant, les gens qui parlent du dialogue avec le président, ce dialogue-là, d'abord, le président n'a pas appelé au dialogue. Donc, très important, juste s'il appelle au dialogue, Madame Zoubida Assoul, je vais vous laisser la parole, mais s'il appelle au dialogue, parce que vous mettez, là vous dites, il n'a pas appelé au dialogue, mais s'il appelle au dialogue, est-ce que Zoubida Assoul et son parti vont participer à ce dialogue? Écoutez, Nasser, depuis longtemps, moi je le dis, mais c'est très bien que vous me donnez l'occasion pour expliquer clairement quelle est la position de l'UCP depuis le début et surtout depuis qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. On avait dit qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avant d'abord qu'il y ait toutes les mesures d'apaisement que le peuple revendique depuis des mois. La première, c'est la libération de tous les détenus d'opinion et détenus politiques et dans toutes les régions du pays. La deuxième des choses, c'est de lever l'embargo et libérer les médias lourds, la presse, les télévisions, à la fois privées et publiques, et l'ouverture sur tous les citoyens algériens et l'opposition. La troisième des choses, c'est permettre la pratique politique, c'est-à-dire que les Algériens puissent organiser des rencontres, débats
et faire de la politique avec tous les gens qui sortent depuis 10 mois, se rencontrer en tant qu'Algériens, dialoguer, parler de l'Algérie de demain, comment nous la voyons, comment la construire, élaborer une feuille de route consensuelle sur comment nous voyons le changement du système. Mais aussi parler d'un dialogue. Mais ce dialogue-là, il ne peut se faire que lorsqu'il y a une ambiance sereine, où tous les Algériens... Très bien. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, et ça c'est la majorité, Madame Assoul, ceux qui disent que nous n'acceptons pas ce dialogue, qui est pour nous est une feinte du régime, est une manœuvre. Plutôt, ils parlent de négociation, ils parlent de période de transition. Est-ce que vous êtes dans cette logique, quand vous parlez des revendications du peuple algérien, d'aller vers un état de droit, de justice et de volonté populaire, est-ce que vous êtes dans cette logique? Mais je ne peux pas être dans une autre logique pour la simple raison, c'est que nous, avant même qu'il y ait le Hirak, on parlait de ces revendications. Mais aujourd'hui, ce que nous rejetons, nous, c'est lorsque le pouvoir veut pervertir ce dialogue. Comment? C'est-à-dire faire le dialogue, commencer déjà par dire nous devons dialoguer avec telle ou telle personne. Non, nous, le dialogue auquel nous appelons depuis très longtemps, depuis des mois, c'est d'abord que les Algériens puissent se rencontrer entre eux, dialoguer entre eux, permettre ces rencontres et ces réunions publiques sans autorisation de l'administration, sans tutelle du pouvoir politique. Madame Zoubida Assoul, je pense qu'on a un petit souci avec le téléphone, avec Madame Zoubida Assoul, comme ça a été précisé qu'elle était en route, donc on essaiera de la rappeler, si c'est possible, nos confrères de la régie. Ça, c'était Zoubida Assoul. Monsieur Ali Djoudi, je vais commencer avec vous ici sur le plateau. Marhaba bik, une autre fois. Donc, quand on a entendu ces derniers jours, ces dernières semaines, du dialogue qu'a proposé Abdelmadjid Tebboune, mais le peuple algérien est dans une autre logique. Aujourd'hui, on a vu donc ce Conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmadjid Tebboune pour dire que business as usual, comme on dit les Anglais. Donc les choses sont en train de fonctionner, leur feuille de route a été mise en place. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, M. Aïdjoud? Tout d'abord, il essaie de donner l'image d'un État qui est opérationnel, d'un gouvernement et d'une présidence, donc des institutions qui sont opérationnelles, qui fonctionnent. Alors que c'est un mensonge. Et il y a crise. Et donc, ils ont beau essayer de donner l'image qu'ils veulent imposer au peuple. Le peuple est dehors. Le peuple a montré, a annoncé la couleur vendredi et même mardi. Juste pour dire que, en parlant du dialogue, c'est la presse qui est soumise, qui est domestiquée, qui est l'allié du pouvoir, qui veut assurer le service après-vente, après avoir vendu au peuple algérien une élection truquée, une élection imposée et une élection illusoire. Donc, ils veulent aujourd'hui imposer ou donner comme ça, jeter dans l'esprit des gens comme quoi le pouvoir veut dialoguer. Moi, je m'en fiche du mot utilisé, dialogue ou négociation. Mais le plus important, c'est le contenu. Est-ce que réellement le pouvoir a l'intention de dialoguer? Maintenant, quand on dit pouvoir, encore une fois, c'est l'armée qui est au pouvoir. C'est l'armée qui détient les règnes de ce pouvoir. Maintenant qu'il y a l'aile politique de cette armée, qui est Tebboune, et il y a un gouvernement de fait, comme un président de fait, qui est un président, on ne le reconnaît pas comme président de la République, parce qu'il n'y a pas eu de vote, c'est l'armée qui a imposé cet homme. Est-ce que réellement le pouvoir a l'intention d'aller vers la solution de cette crise que le pouvoir vit? Parce que pour une fois, le peuple est uni
il connaît bien ses objectifs, il a sa boussole, il sait où il veut y aller. C'est à partir de là qu'on peut déterminer est-ce que les partis politiques, la société civile vont rentrer en négociation. Mais il y a des préalables. On ne peut pas parler d'une négociation, d'une éventuelle négociation, ni dialogue, tant que des militants sont en prison, des militants politiques, pacifiques, qui n'ont jamais eu tort dans leur démarche et manifester pacifiquement, rejeter le pouvoir militaire. Aussi, est-ce que réellement le pouvoir militaire compte se retirer du champ politique? Donc c'est ça le plus important. Est-ce que le pouvoir accepte une période de transition? Est-ce que le pouvoir réel accepte de tout libérer? Le champ politique, le champ médiatique, le champ partisan, le champ administratif. Actuellement, il monopolise tout. Il prend les mêmes têtes du pouvoir de Bouteflika et on recommence. Donc, je pense que le peuple algérien n'est pas naïf. Et c'est bien que c'est la continuité du mandat de Bouteflika, c'est le prolongement du 4e mandat. Il n'y a aucune figure emblématique sur qui le peuple peut compter de toute cette composante. Donc, pour nous, en tant que peuple, et pour moi en tant que responsable d'ONG, c'est un non-événement. La situation, elle est la même que le 21 février 2019. Fatih Bendali, marhaba bik. Fatih Bendali, la position de votre parti, Djil Jadid, donc par rapport à ce dialogue qu'a proposé Abdelmadjid Tebboune, et aussi sur ce premier, donc cette première, si on peut dire, donc cette rencontre avec les ministres, Abdelmadjid Tebboune, est-ce qu'il est en train de normaliser la situation et dire qu'il n'y a pas de crise et le gouvernement, il est là, il a été formé avec ses 39 ministres et le Conseil des ministres, donc il s'est tenu aujourd'hui et que les affaires fonctionnent le plus normalement possible? Écoutez, je commencerai par la deuxième partie de la question. Que Tebboune et son gouvernement fassent sa rentrée politique et sa rentrée pour commencer l'année avec la composition de ce gouvernement, c'est son boulot. J'allais dire, il est tout à fait dans son droit. Il a eu une certaine légalité de son poste. Je ne parle pas de légitimité parce qu'il y a une nuance à prendre. Mais légalement, il est le chef d'État de ce pays-là. C'est un état de fait, vous l'avez mentionné. On prend acte. Ça ne veut pas dire derrière que tout est à 100% légitime, etc. Ceci étant dit, il est dans son boulot. Il a nommé un Premier ministre qui lui-même a aussi proposé une liste de ministres avec des portefeuilles respectifs, etc. Donc, je n'ai pas de commentaires supplémentaires par rapport à cela. Maintenant, quel est le rôle de tout un chacun, y compris l'opposition, parce que vous m'interpellez, vous m'invitez au titre de Djil Jadid, je dirais que bien au-delà et bien avant les événements de février 2019, la position de Djil Jadid était on ne peut plus cohérente et on ne peut plus claire dès le départ. Et on n'a fait que réconforter notre position d'opposition depuis le Hirak et depuis les événements de février dernier, sachant qu'on était là avant et d'abord pour faire partir ce régime. Ça, on ne cessera de le répéter et on ne cessera de l'avoir comme notre feuille de route et notre ligne de conduite. Je rappellerai à l'occasion que les conditions préalables qu'on peut appeler négociation, discussion, peu importe le terme, et je vous rejoins, le terme n'a peu de sens, si ce n'est que les objectifs qui sont importants et la finalité qui est importante, peu importe. Donc, pour revenir à ça, on a été les premiers à publier une feuille de route avec des conditions et des préalables depuis mars dernier. Donc on n'a pas attendu mais Sofiane janvier. Djilali avait salué l'appel du dialogue qu'avait lancé Abdelmadjid Tebboune. Alors, effectivement, on peut, qui
dans ce monde, de manière raisonnable et intelligente, ne peut pas saluer un appel à un dialogue. Mais où il faudrait... Très bien, mais aussi, Fatah Bendali, oui. je vais vous laisser la parole oui. aussi, ne vous inquiétez pas. Fatah Bendali, il y a aussi tout un peuple qui s'est érigé depuis le 22 février Absolument. et qui ne reconnaît pas Abdelmajid Tebboune, la majorité. Moi, je parle de la majorité, bien sûr, que peut-être il y a une minorité qui a voté ou pas, mais on parle des pourcentages qui tournent autour de 8% pour son élection. Et donc, beaucoup parlent d'un président qui a été imposé contre la volonté populaire. Donc, est-ce qu'on peut accepter un dialogue avec un personnage, une personne qui sert de façade à ce régime? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, j'ai parlé tout à l'heure de légitimité et de légalité, le moins qu'on puisse dire, c'est une élection où un chef d'État ou un président très mal élu. Donc je pense que personne n'ira à l'encontre de cette affirmation-là. Maintenant, pour revenir à la question du dialogue ou de la négociation, je dirais, avant tout, il faudrait qu'on soit bien clair là-dessus. Dialoguer ne veut pas dire accepter. Discuter avec quelqu'un ne veut pas dire cautionner ni prendre argent comptant toutes les discussions qui vont être mises sur la table. Bien au contraire, c'est à nous et à chaque Algérien de se positionner vers les préalables et les conditions à mettre sur la table. Le gouvernement a sa feuille de route, sans doute, et à sa tête le président réellement, fraîchement à la tête de cet État. Il a sûrement une feuille de route qui lui est propre. Reste à l'opposition de s'organiser et de venir préparer avec sa feuille de route, y compris celles qui sont bien sûr et très largement partagées avec le Hirak et le peuple qui est dans la rue depuis maintenant 10 mois, à savoir les bases des libertés, liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté d'exercice politique, etc. Ça a été rappelé, ce n'est pas la peine qu'on revienne là-dessus. Mais c'est le b.a.-ba de toute approche de discussion. Encore faut-il rappeler que la discussion ne veut pas dire une caution et ce n'est pas un chèque à blanc. Parce que, rappelons-nous, dans l'histoire, que ce soit l'histoire algérienne ou même l'histoire européenne contemporaine d'il y a une cinquantaine d'années à l'issue des guerres, ou même, on peut remonter un peu plus tôt, des siècles en arrière, tout conflit finit tôt ou tard par le fait que les protagonistes, vous pensez se retrouvent pour se mettre d'accord ou bien acter le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Ce que vous dites en d'autres termes, il ne faut pas fermer la porte devant le dialogue, c'est ça? Ce qu'on dit, de manière claire et avec d'autres termes, nous avons la préoccupation et la responsabilité en tant que mouvement politique de la préservation de l'État. On n'est pas là pour détruire un État qui est fragilisé. Est-ce que vous pensez que les Algériens qui sont sortis en millions depuis le 22 février sont dans cette logique dont vous êtes en train de dire qu'on n'est pas en train de... on doit préserver l'État. Est-ce que vous pensez qu'ils mettent l'État algérien en danger? Je pense qu'il faudrait se détromper parce que l'Algérien n'est pas si naïf que cela. Il manifeste effectivement dans la rue et on a été aussi parmi eux et on est toujours au sein de ce mouvement du Hirak depuis le début et je ne dirais pas bien avant parce qu'il y a eu d'autres manifestations avant le 22 février, s'il faut le rappeler, mais vous avez sûrement les archives et les positions de Djidjadid depuis très longtemps maintenant. On fait partie du Hirak. Personne n'a le monopole du Hirak. Oui, ça c'est clair. Mais est-ce que continuer ma question, très bien. Mais ma question, si Fatah, ma question, est-ce que le peuple algérien, quand il continue à sortir en millions chaque vendredi, pose un problème pour l'intégrité de l'État et qu'il y a un risque pour l'État algérien? Ce n'est pas le peuple algérien qui pose un risque pour l'État algérien. Quand vous parlez de risque, alors c'est qui? Je dis tout simplement qu'à un certain moment, entre deux vendredis ou deux mouvements de marche dans la rue, il faut travailler. Et le travail consiste à apporter des solutions, à apporter des revendications traduites en termes politiques pour que le pays sorte de cette crise. On ne peut pas continuer
avec toute la pression, et il faudrait la maintenir. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il faut que le Hirak continue, c'est ça? Absolument que le Hirak continue. Ça serait un leurre de dire rentrez chez vous, tout est réglé avec un nouveau président et un nouveau gouvernement. C'est une faute énorme. Donc nous, dans notre position, c'est de dire le Hirak doit continuer, la pression doit être maintenue, parce que ce qu'on a pu obtenir comme acquis avec le départ de Bouteflika, le 5e mandat, etc., et je peux en énumérer plusieurs éléments et plusieurs acquis, c'est du fait du Hirak. Personne ne peut le contester, mais personne ne peut le monopoliser non plus, et encore moins le récupérer. Donc, en 2 mots... Et c'est ça la particularité de ce mouvement. Voilà, le Hirak doit continuer. Les hommes et les structures et la société politique au sens large, associations, mouvements, collectifs, partis politiques, syndicats et toutes ces structures qui sont présentes doivent aussi jouer pleinement leur rôle pour avancer dans la réappropriation des institutions et du système d'un pays qui marche le plus normalement possible. Très bien. Nordine Aoussat, à vous la parole. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de cette situation que le pays est en train de vivre? Vendredi passé, des millions d'Algériens donc toujours dans les rues pour exiger le départ de ce système. Mais aujourd'hui, donc la première tenue donc de ce Conseil des ministres sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'il y a un bras de fer? C'est quoi les choix de ce régime? Qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Absolument, parce que je dirais, tu viens, Sénassar, de citer l'exemple, au lendemain même, le gouvernement a été annoncé le jeudi en fin de journée, le lendemain matin, l'Algérie, les Algériens, à travers toutes les wilayas de l'Algérie, sont sortis en masse. Donc, c'est un démenti, je dirais c'est un refus, c'est un total et catégorique pour ce qui venait de se produire la veille, à savoir la nomination de ce gouvernement. Qui signifie quoi? Qui signifie que, au-delà du bras de fer, je dirais, entre le pouvoir et ce peuple, c'est carrément un fossé. Un grand écart qui sépare les deux. Le pouvoir, il est dans un déni total. Il ne veut pas comprendre, quand je dis pouvoir, ce système politique, ils ne veulent pas comprendre qu'il s'agit d'un système politique, d'un régime politique qui est arrivé à sa fin. Il faut un changement. Donc ça, ils ne veulent pas le comprendre. Ils pensent toujours que c'est une crise de transition, qu'ils n'ont pas pu gérer la transition du 4e mandat pour un nouveau candidat. Ils pensent comme ça, que ça y est, on est arrivé, Tebboune a été élu, qui devait l'être d'ailleurs avant que le 5e mandat ne soit engagé. Ça y est, la crise est réglée. Donc, on est toujours dans le cœur du problème. Le nœud gordien dans lequel tout se noue, c'est que ce pouvoir-là ne comprend toujours pas le peuple. C'est-à-dire que le Hirak a toutes les raisons, mais je rejoins aussi ce que dit Sifatah, seulement que le Hirak, il ne faut pas qu'il se réduise aux marches. Mais on y revient, une petite parenthèse. Mais sinon, le Hirak a toutes ses raisons de continuer à sortir ce mardi pour les étudiants et le vendredi prochain pour le reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans cette demande légitime, légale, vitale, qui est le changement du système. Et donc voilà. Et le reste, ce ne sont que des artifices. Tu veux que je parle aussi du dialogue? Du dialogue, qui est très important parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour le dialogue, c'est Nordine, mais aussi la majorité est en train de dire que les gens qui appellent à ce dialogue, ils veulent, si on peut dire, perturber, diviser le cas échéant, le dévoyer. Je parle du Hirak, bien sûr. Est-ce que vous pensez que le dialogue est un fait imposant avec le temps? On doit dialoguer comme l'a dit Fath Ben Dali,
ou on ne doit pas répondre à ce dialogue. On sait très bien que le régime essaie de manœuvrer autour de ça pour essayer de s'en sortir lui-même, et il ne va pas répondre aux aspirations du peuple algérien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, 2 points déjà, c'est des points préalables. Je dirais même avant le préalable. C'est un avant-propos, carrément de principe. Historiquement, je dis bien historiquement, c'est pas sans remonter uniquement aux années 80, le pouvoir algérien, parce que c'est le même pouvoir, il n'a jamais dialogué, il n'a jamais cherché à réellement dialoguer. Ça, c'est une constante. Donc il ne faut pas lui faire confiance. Attends, non, tire pas rapidement les conclusions. Hein, on ne tire pas très rapidement les conclusions. Continuons à poser les choses. Donc ça, c'est une réalité. Il faut l'insister, il faut le persister sur ça, le rappeler. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela par expérience. C'est vécu dans notre chair. Moi, 94, juillet 94, voire peut-être même 95, fin juin, début juillet carrément. Le journal Le Monde, je l'ai encore chez moi, le 4 juillet ou le 3 juillet. On annonçait pour la fête du 5 juillet que Zeroual allait faire une annonce, je dirais, solennelle, que le dialogue, ça y est, c'est fini, plus de guerre fratricide entre Algériens et qu'on va se lancer dans un dénouement de la situation de façon politique. Tout était prêt. Des grandes personnalités l'ont annoncé, etc. Moi, j'ai posé une question à un anthropologue, en l'occurrence Jean-Louis Herbert. On s'est rencontrés, je lui pose la question. Nous, à l'époque, on avait 33 ans, 34 ans. On lui disait, voilà ce qui se passe en Algérie. Il nous a dit, c'est zéro, c'est du pipeau, c'est faux. Il était affirmatif, il était sûr de lui. Mais le gars, c'est un anthropologue qui a travaillé, qui est resté longtemps, plus de 10 ans, en Amérique latine. Il nous a dit, ce pouvoir dont les intérêts matériels sont liés au pouvoir, il ne négociera jamais. Parce que sa survie, la survie de ces biens qu'il a acquis et ces privilèges qu'il veut défendre, ils sont liés au pouvoir, donc il ne négociera jamais son départ de cette façon. Ça, c'est juste un exemple, une anecdote qui a tout son sens. Ce pouvoir, malheureusement, je dis bien malheureusement, il n'a jamais dialogué avec personne. Il ne sait que manipuler, il ne sait que diviser, il ne sait que faire diversion, il ne sait que démoraliser. Voilà, le dialogue pour lui, c'est les 3D, la stratégie des 3D, diversion, démoraliser, diviser. Peut-être vous aurez un mot à dire, Fatah Bentali, par rapport à ça. Mais je dois passer la parole à Abdelwahab Zaatari qui est avec nous via Skype depuis Constantine. Abdelwahab Zaatari, marhaba bik, merci. Une autre fois d'avoir accepté notre invitation. Abdelwahab Zaatari, on a vu des détenus libérés, mais bien sûr, il faut le dire, ces détenus ont purgé leur peine. Formation du gouvernement, et aujourd'hui donc cette première réunion du président avec ses ministres. Donc on est en train de voir normalisation de la situation politique, alors que les Algériens n'arrêtent pas de dire qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie en 2020 comme on l'a géré 57 ans en arrière. Ils veulent un vrai changement. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est un bras de fer? Est-ce que le peuple continuera dans cette révolution pacifique? Effectivement, telle est la situation comme vous venez de la décrire. Les Algériens veulent un véritable changement, donc veulent le départ de ce système qui est la cause de la destruction de l'Algérie et de l'humiliation quotidienne des Algériens, au point qu'ils se jettent en mer pour s'enfuir, ou qu'ils vivent la misère, le manque d'infrastructures de santé, de formation, etc. Donc, les Algériens veulent un véritable changement et pas un changement de façade. La question est que ce pouvoir, comme nous l'avions dit bien des années avant, sur les ondes même de Maghrébia,
ce système refuse le changement, il résiste au maximum et il utilise tous les moyens de l'État et même au-delà pour se renforcer et pour dérouter les Algériens tactiquement. En fait, avec tout cet embryo d'élections, de supposées élections, de ce faux président, de ces ministres qui reviennent avec d'autres opportunistes en même temps, avec tout ça, les Algériens savent qu'ils n'avancent pas et ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas. Nous sommes dans les mêmes conditions qu'il y a une année avant le Hirak. Donc les Algériens refusent cela et ils s'en fichent de cette réunion, de ces ministres pour la plupart incompétents. D'autres, c'est des publicistes qui ont fait de l'autopublicité dans les chaînes comme celle-ci. Donc tout ça, c'est du vent. On veut le vrai changement. Les Algériens savent aussi que ce changement est difficile, ce système ne lâchera pas, donc les luttes sont dures, les Algériens sont patients, ils sont pacifiques. Mais Abdelwahab Zaatari, il y a aussi de l'autre côté, si on entend un peu les critiques qui disent que il y a une main tendue au Hirak. On a vu par exemple des ministres qui étaient donc avec le Hirak, mais qui se retrouvent avec le nouveau gouvernement. Beaucoup disent que c'est une forme d'ouverture aussi et d'écoute par rapport aux revendications du peuple algérien. Quelle est votre réponse? Absolument pas. Ce sont des opportunistes qui un pied dans le Hirak et un clin d'œil vers le pouvoir. On les connaît, comment ils ont changé leur style de discussion, leur technique d'analyse et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie aujourd'hui, les citoyens algériens sont partagés en deux grands blocs. Le premier bloc, c'est le système pourri que l'on veut changer, avec tous ceux autoritaristes, bureaucratiques, antidémocratiques, dictatorial et tout ce qui gravite autour de lui pour des intérêts, pour des ambitions cachées et même certains types qui ne savent pas vraiment qui suivent la publicité qu'on fait à la radio, à la télévision, puisque le pouvoir détient le monopole de tout ça et ne les utilise les médias que pour la propagande en sa faveur. Donc, il y a 10 à 20% de citoyens soutiennent ce régime autoritaire. Et puis, il y a 80% des citoyens qui veulent le véritable changement, qui veulent pour l'Algérie un autre avenir avec des figures autres que le président qui est né et qui a vécu dans la bureaucratie, dans la corruption, lui et ses enfants. Il y en a un qui est supposé être en prison, donc pour trafic d'influence grâce à son père et le boucher et tout ça. Donc, les Algériens refusent totalement les anciennes figures et les opportunistes aussi qui ont utilisé le Hirak et qui n'ont même pas le talent, ni l'étoffe, ni la compétence pour vraiment faire des propositions et un plan de développement pour l'Algérie que les jeunes souhaitent à nous. Donc, mais Abdelwahab Zaatari, porte-à-faux. Abdelwahab Zaatari, il y a aussi cette main tendue que beaucoup disent c'est un dialogue qui est en faveur de la révolution du peuple algérien, qui dit je vous ai compris, si on peut dire cette... je vous ai compris, j'ai compris le peuple algérien et on doit dialoguer pour sortir de cette crise politique. Est-ce que vous pensez que le peuple algérien est dans cet esprit de dialogue et surtout de confiance de ce régime? La vérité, c'est que le peuple algérien a toujours été en attente d'un dialogue, de négociation. Ce n'est pas le peuple algérien qui a refusé, c'est le système politique autoritaire, totalitaire qui a refusé le dialogue. C'est lui qui s'est enfermé dans un cocon, qui a ruiné l'Algérie, qui a refusé toutes les compétences et qui s'est entouré d'opportunistes, d'incompétents, de médiocres. Il s'est entouré, il s'est fait une cache, une interface
autour de lui et qui a isolé tous les Algériens. De nombreux Algériens de haute compétence ont fui à l'étranger. S'ils n'ont pas été isolés en Algérie, certains n'ont même pas le droit de retourner dans leur pays. Donc, les Algériens ont toujours voulu discuter, voulu participer à la construction de leur pays. Ce qui a refusé, c'est le système pourri. Comment voulez-vous discuter avec un Sellem qui est complètement incompétent et qui a ruiné le pays et qui parlait au nom de l'Algérie? Comment voulez-vous... Mais maintenant, c'est Abdelouhab, maintenant, on nous parle de compétences, qu'il y a beaucoup de ministres compétents dans leur domaine et que c'est une équipe qui rassemble un peu donc, cette jeunesse, la compétence, il y a aussi la présence de la femme. On doit se plaindre de tout. On doit se plaindre de tout parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement sophiste. C'est des gens qui veulent travestir la réalité pour le commun des mortels. Il peut croire à ça. Mais moi, en tant que professeur d'université, et j'ai le grade professeur. Donc, parfois on dit professeur. Professeur, c'est un grade. Quand on a le doctorat, maître de conf, moi j'ai dépassé tout ça, je suis professeur. Je peux bien évaluer des professeurs qui sont mes collègues. Il n'y en a pas. Il y a un seul, et encore, il fait plus de la publicité, c'est plus de journalisme scientifique que de la vraie compétence scientifique. Donc vous pensez qu'on est toujours dans cette logique de médiocrité, c'est ça? Wallah, il n'y a pas un seul qui a l'étoffe d'un vrai stratège, parce qu'en ce moment, avec cette crise profonde, nous avons besoin de vrais stratèges qui sont capables de créer des plans pour l'avenir de l'Algérie, rapidement, avec de hautes compétences, qui soient capables de gérer des groupes de chercheurs hautement spécialisés. Donc, le vrai avenir de l'Algérie, ce n'est pas dans tel ou tel qui fait de l'autopublicité dans des chaînes ou qui gravitent autour des institutions, au ministère de, je ne sais pas, les universités ou la manarf, en espérant un jour avoir un poste. C'est des demandeurs d'emploi auprès du gouvernement. Ce ne sont pas des compétences. Ouais, je sais de quoi je parle. Et je suis ouvert, s'ils veulent qu'on discute la question de façon scientifique, technologique ou économique, que l'on aille, que l'on réunisse de vraies compétences et puis que l'on fasse, qui m'aille de l'autre les sociétés scientifiques, les sociétés savantes, et qu'on en parle, qu'on ramène les vraies compétences. Donc c'est du bluff, c'est un ramassis d'anciens, c'est un ramassis d'anciens. Le gouvernement Bouteflika qui ont acclamé Bouteflika alors qu'il démolissait à chaque instant l'avenir de l'Algérie. Ils ont ramené le titre encore le plagiat. Et encore, je connais l'université algérienne qu'elle est classée parmi les dernières universités au monde. Donc, on est loin de ce qu'il faut faire pour ce pays. Les gens ont raison quand ils disent il faut absolument un changement radical. Très bien. On n'a pas l'étoffe d'un président. C'est un type qui a toujours obéi, qui a vécu dans les arcanes de la bureaucratie. Il ne peut pas être inventif. S'il était inventif, il n'aurait jamais accepté de rester dans ce système pour les vraies compétences que je connaisse. Harboum le système parce qu'ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas coexister avec le système. Sinon, beaucoup sont devenus des malades mentaux. Très bien. Restez avec nous, Abdelouhab Zaatari. On me dit que Zoubida Assoul est de retour avec nous. Zoubida Assoul est avec nous? Oui, je suis avec vous. Marhaba bik. Je sais qu'il y a des soucis de communication, vous êtes en route. Mais très rapidement, je ne sais pas si vous avez entendu donc, les interventions de nos invités ici sur le plateau. Est-ce que vous voulez rebondir, Zoubida Assoul? Oui, je voudrais d'abord rebondir sur quelque chose de très important qui est la confiance. C'est vrai qu'il y a carrément une déflexion entre le citoyen, il n'a plus confiance en ses dirigeants. Ça, c'est établi. Mais par contre, pour reconquérir cette confiance, c'est le pouvoir qui vous... Zoubida Assoul? Zoubida Assoul? Zoubida Assoul, des soucis toujours de communication avec Zoubida Assoul. Malheureusement,
La raison en Algérie, c'est comme la politique. Allez, Judy, je pense que vous voulez prendre la parole, mais... J'ai entendu, donc je voulais juste... c'est-à-dire remettre certaines choses dans leur contexte. Tout à l'heure, j'ai entendu mon ami parler donc, de l'effondrement de l'État. C'est pratiquement le même... Fath Ben Daly. Fath Ben Daly, oui, bien sûr. Donc c'est pratiquement le même discours que le pouvoir, l'effondrement de l'État. Comme si... Oui, le fait de dire... Non, oui, le fait de dire... C'est comme si, d'ailleurs, le pouvoir veut donner une image d'un système politique qui veut une Algérie sereine et un peuple traître qui veut l'effondrement de l'État. Et ça va nous mener aussi, je vais vous laisser développer par rapport à ce point, parce que ça va nous mener à un volet qui est très important, c'est la crise en Libye et la sécurité, donc de la sécurité de l'Algérie, des frontières de l'Algérie par rapport à ce qui se passe en Libye. Et ça a été dit dernièrement qu'il fallait, qu'on soit sage par rapport à ce qui se passe à côté de nos frontières, que cette révolution peut mettre la situation de l'Algérie dans une situation un peu déstabilisée et qu'on doit faire très attention. Est-ce que vous pensez qu'on revient toujours aux mêmes pratiques qui est de cette, on appelle al-fazza'a. C'est une raison d'État mondiale. Et ça fait 3 jours, Trump a assassiné un général iranien. À chaque fois, il y a une campagne électorale aux États-Unis, il faut créer un baba, un monstre dehors, pour que le peuple va se regrouper autour du candidat, généralement du président sur place. C'est ce qu'a fait même Barack Obama. Donc c'est une règle moi je voulais juste parler donc l'effondrement de l'État dont parlait Fath Ben Daly et aussi ce qui se passe pas très loin de nos frontières. Oui, est-ce que vous pensez que c'est toujours cette... Il faut que j'aille au fond de joie m'expliquer. Parce que tout d'abord, le pouvoir a tout le temps donné l'image d'un pouvoir qui veut que du bien à cette Algérie et un peuple traître qui veut l'effondrement de cet État. Justement, il faut bannir ce discours. Absolument. Voilà. Parce que, voilà, trouer, ce peuple est un traître. C'est hirakiste, c'est des traîtres. Mais aussi, il y a des partis politiques qui veulent se substituer en ce hirak. Parce que, parlant de l'opposition, moi je suis opposant depuis très longtemps. J'étais dans le MCB, dans le FFS, dans le syndicalisme. Je suis opposant à ce pouvoir. J'ai mené en 1999 une contre-campagne contre Bouteflika. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre l'opposition, qu'on découvre la lutte pour la démocratie. Sauf que, à chaque fois, brandir l'idée, il faut dialoguer, sinon c'est façon d'imposer au Hirak d'orienter le débat vers le dialogue. Oui, le dialogue. Mais est-ce que le pouvoir a l'intention de dialoguer? Est-ce que le pouvoir a l'intention de négocier? Le problème, c'est que c'est des offres de services des partis politiques. C'est ça Et à chaque fois, ils doivent proposer leurs services et dire « Ah non, mais après tout, parce que le Hirak, c'est des jusqu'au-boutistes. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les partis politiques doivent d'abord comprendre qu'ils sont balayés par ce Hirak. Tous les partis politiques sans exception. Maintenant que les partis politiques dignes qui sont en train d'accompagner ce Hirak, ils doivent au moins savoir qu'il est leur juste valeur dans cette révolution. Parce que cette révolution a balayé les partis au pouvoir, mais aussi elle a balayé même l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition, c'est le peuple lui-même, c'est ceux qui sortent vendredi. Donc on doit comprendre une chose. Il ne faut pas essayer d'imposer cette révolution. Voilà, et bien sûr, il faut le Hirak ne veut pas dialoguer. On ne veut pas dialoguer. Moi, je suis dans cette société civile, je suis dans les assises de la société civile, je suis dans le pacte. On ne veut pas dialoguer tant que la situation n'est pas claire. Est-ce que le pouvoir veut dialoguer? Le pouvoir ne veut pas dialoguer. Il est en train d'exercer la politique de la fuite en avant, du fait accompli. Donc, à chaque fois, mais pourquoi
c'est-à-dire parler du dialogue et des fois critiquer l'opposition, critiquer le Hirak, critiquer même les partis politiques qui sont au diapason avec cette révolution. Ces partis politiques, ils sont extrémistes, ils sont au contraire, il faut être au diapason de cette révolution. Pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux qui a été proposé à cette révolution, à ce Hirak? Rien du tout. Est-ce qu'il y a des mesures d'apaisement depuis l'installation de ce pseudo-président et ce pseudo-gouvernement? À ce jour, il y a eu, en dehors de quelques militants qui ont purgé leur peine. Même l'Akhdar Bourgaï, il a été libéré sous caution. Absolument. Il doit être jugé le 12 mars. Voilà. Sinon, nos camarades, des citoyens, sont encore dans les géos de ce pouvoir. Donc je me demande, pourquoi parler d'un dialogue alors que le pouvoir lui-même n'est pas intéressé? Au lieu justement de renforcer cette révolution, au lieu de renforcer ce Hirak, on est en train de créer des versions. Voilà, il faut dialoguer. Mais bien sûr, le Hirak ne demande que le dialogue. Le Hirak veut dialoguer, mais pas à n'importe quel pays. Le Hirak veut dialoguer avec le pouvoir réel. Le pouvoir réel doit annoncer ses intentions. Est-ce qu'il veut quitter? Parce qu'on n'est pas là pour changer un président ou pour imposer un ministre ou un gouvernement. Le Hirak, cette révolution, et depuis le 22 février, veut le changement du système, veut une transition, bien sûr, le Hirak veut le départ de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire le départ du petit fonctionnaire de la mairie, absolument. Mais il y a des visages qui symbolisent, il y a des partis politiques. Des visages et des pratiques. Des pratiques, mais des partis politiques qui sont des entreprises de destruction de l'Algérie. Je me demande comment on peut dialoguer avec un FLN qui n'est pas encore dissous, avec un RND, avec de l'UJTA, et avec un Sidi Saïd, la cerise sur le gâteau, avec un Sidi Saïd Majid en liberté, avec tous les massacres depuis 1990. Donc justement, il ne fallait pas essayer de se substituer en ce Hirak, il faut l'accompagner, et quand on parle, il faut justement parler en son nom, mais surtout ne pas essayer d'inculper ou de culpabiliser le Hirak. Le Hirak, c'est la boussole. Le Hirak, c'est une révolution du peuple. Le peuple a fixé le cap. Maintenant, c'est aux autres. Il a élevé la barre du pacifisme et c'est devenu un exemple dans le monde entier. Aux partis politiques de se mettre au diapason de cette révolution, sinon ils vont se retrouver en dehors de Très bien. Restez avec nous, Ali Djoudi. Je sais que vous voulez rebondir sur ça, Fatah Bendali. Très rapidement, je vais vous donner la parole. Je pense que Zoubida Assoul est de retour. Zoubida Assoul, on me dit qu'on a du mal à la joindre. Fatah Bendali, à vous la parole. Oui, effectivement. Enfin, je vais apporter quelques éléments, peut-être avec un peu moins de passion que mon ami, par rapport à Hirak. Effectivement, le Hirak, encore une fois, nul n'a le droit de le monopoliser ni de parler en son nom. Ça, je pense que tout le monde autour de cette table. Mais la question qui a été posée, Fatah Bendali, non. Oui. Le point qui, je pense, de divergence, c'est l'effondrement de l'État. Cette expression que vous avez utilisée, alors que les Algériens n'arrêtent pas de le dire depuis le 22 février, que l'État en lui-même, c'est leur priorité d'être préservé par la Silmia, par cette unité extraordinaire, alors que le régime a tout fait pour les diviser, a tout fait pour frapper cette unité. Il a essayé même d'utiliser un langage de haine et de division vers les Algériens. L'armée et le peuple. Donc, je pense et moi, dans mon intro, je l'avais dit, que le seul héros, c'est le peuple algérien. Et comment donc, c'est quoi quand vous parlez de l'effondrement de l'État? Qui c'est qui est la menace? Oui, qui c'est qui menace cet effondrement de l'État? Ce qui menace cet effondrement, et peut-être que je n'ai pas été assez loin dans mon développement et je m'en excuse, c'est que l'État algérien, on est dans un contexte très difficile à tout point de vue, et je pense que personne ne va contredire mes propos. Par rapport à ce qui se passe en Libye sur aussi, le régime... le climat géostratégique régional, la situation économique du pays, très bien. la situation sociale du pays, etc., etc. Personne ne va dire que tout va bien. Il n'y a que le pouvoir qui donne des menaces.
pour essayer de marginaliser le peuple et dire attention, si vous restez trop dans cette situation-là, l'État va s'effondrer. Nous, on ne dit pas ça. On dit tout simplement que, attention, le pays doit pouvoir rester debout, il doit pouvoir marcher dans le bon sens, et ça ne veut pas dire que c'est le sens du régime. Et là où on a la différence, vous avez donné l'exemple des États-Unis avec Trump et son incantate de cette semaine et la menace vis-à-vis de l'Iran. Moi, j'aurais aimé que l'Algérie soit équivalente dans son contexte Absolument, économique donc que les États-Unis. J'aurais aimé avoir la même situation économique et la puissance économique des États-Unis. Dans ce sens. Voilà, mais en tout cas, brandir une menace ne veut pas dire que le risque est le même. Donc, toute comparaison. Mais là, il y a amalgame, mon ami. C'est qu'on est en train de culpabiliser. Mais le seul responsable de cette crise, c'est le pouvoir qui est dans cette crise, qui est responsable de la situation. Absolument. Le peuple, il est dans son rôle. Au contraire, il est pacifique depuis presque 11 mois. Il n'a pas cassé une seule lampe. Il a donné leçon de civisme, de pacifisme à tous les peuples de la planète Terre. C'est pour ça que le fait de mettre les deux au même pied d'égalité, c'est injuste. C'est peut-être une mauvaise compréhension. Voilà, peut-être, mon ami. Moi, je respecte tes positions, je partage depuis quand même. Absolument. La nuance, elle est énorme. Parce qu'on parle de Hirak et du peuple, et je le redis encore une fois, le Hirak doit continuer, ça il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus, et la pression doit se poursuivre contre ce régime. D'accord ? Mais à côté de cela, ça ne suffit pas. Et je l'avais dit, et je le réexplique encore une fois, ça ne suffit pas parce qu'il faut transformer l'essai, comme on dit. La pression est là, mais il faudrait la conduire pour qu'elle réussisse. Et je ne prétends pas la conduire en tant que parti politique, mais y contribue en tout cas à notre mesure. Comme chaque Algérien. Mais c'est le rôle d'un parti. Mais encore pire, parce que vous avez évoqué les partis politiques d'opposition, vous avez cité le RND, le FLN. J'aurais aimé aussi qu'on parle aussi de l'opposition ou de la pseudo-opposition qui tangue et ne sachant pas se positionner, ou parfois même joue le jeu quelque part du régime, en ayant des représentants dans des institutions type Assemblée et Sénat, et d'un autre côté, on se dit dans l'opposition. Donc, il y a peut-être aussi des clarifications à apporter là-dessus. Oui, on peut pas, mais c'est injuste, justement, de faire un comparatif entre avoir des députés. Moi, je suis contre cette Assemblée générale. Et je suis parmi les gens qui appellent, qui appellent pour le retrait de ces députés. Mais endosser à un parti d'opposition qui n'est pas représentant dans le gouvernement la même responsabilité qu'un gouvernement qui a ruiné le pays depuis 1962, c'est injuste. Non, voilà, c'est pour ça il ne fallait pas être quand même violent vis-à-vis de certains partis politiques qui ne sont pas impliqués dans cette catastrophe. Ils ne sont pas impliqués. Voilà. Je n'ai pas dit qu'ils étaient peut-être au pouvoir, au gouvernement, mais je dis juste. Je suis content de les défendre encore une fois. Hein. Voilà. Donc je dis juste que le peuple a aussi besoin d'y voir plus clair. Qui est l'opposant, qui est pseudo ou qui est à la limite de l'opposition, voire à souffler le chaud et le froid, et qui est pour le gouvernement. Est-ce que vous pensez que le peuple n'a pas cette optique? Est-ce que vous pensez que depuis le 22 février, on a vu quand même une intelligence extraordinaire qui sont dehors. Et beaucoup le disent, beaucoup d'observateurs disent que le peuple est tellement en avance que les partis politiques, qu'ils soient bon, moi je parle des partis d'opposition, ont été dépassés par cette... On a vu certains d'entre eux huer, conspuer quand ils voulaient se rejoindre aux marches. Ça, on les a vus. Et les caméras étaient là. Et il y a même des partis maintenant qui vont dans le contre-courant de la révolution et qui acceptent positivement le dialogue La seule chose qu'il faudrait peut-être revenir, et tout à l'heure Zoubida Assoud l'avait évoqué, mais je pense qu'elle n'a pas eu le temps en raison de la communication qui n'était pas très fiable. On revient toujours au cœur du problème, c'est la confiance. Le peuple, tant qu'il n'a pas cette confiance vis-à-vis de ses dirigeants, et tant qu'il n'a pas la conviction d'une certaine légitimité de ceux qui le représentent, il ne ferait pas confiance à ce régime. Donc ça il faudrait qu'on le comprenne une fois pour toutes. Et quand on parle au nom de ce peuple ou au nom de ce régime, il faudrait aussi donner une vérité, ou en tout cas être sincère vis-à-vis de ce peuple. À la fois, il ne faut pas être naïf
et dupe pour dire bah, tiens, on va croire à tout ce que le régime va nous mettre sur la table, ça serait une utopie et ça serait grave. Ou à ce moment-là, on ne fait pas de politique, si on est dans cette position-là. Mais tout en restant vigilant, tout en restant lucide et droit dans ses bottes, comme dirait l'expression, on vient pour discuter, ou si on nous appelle pour discuter, ou si on veut se mettre autour d'une table, quels que soient les interlocuteurs, je viens avec mes propositions. Je ne viens pas pour signer la charte en bas de la page. D'ici demain, donc, si Jamal Abdelmajid Tebboune vous appelle pour un dialogue, donc Djil Jadid pourra répondre tant qu'il a des préalables, c'est ça? Ça, on l'a dit. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Il y a un certain nombre de préalables au début, et même des préambules, si on veut aller au-delà. Et ensuite, encore une fois, le dialogue ou la discussion ne veut pas dire acquiescement ni accord implicite de facto. Ça ne veut pas dire que... Et ceux qui vous disent si je vais discuter avec un adversaire... En allant vers... écouter Abdelmajid Tebboune, je vais vous rendre la parole, Fatah. En allant répondre à cet appel, vous êtes en train de cautionner ou légitimer un président qui n'est pas légitime aux yeux de la majorité des Algériens. Absolument pas. Absolument pas. Je n'ai pas mandat des Algériens pour aller discuter avec le président ou avec son gouvernement. Donc je ne vais pas partir au nom de Hirak. Ça je m'en garde bien de le préciser. Mais discuter, encore une fois, je ne vais pas lui signer une caution derrière. Ça nous est déjà arrivé et je pense que ça ne vous a pas empêché. Le tour de discussion qui a eu lieu pendant le mois de juillet avec Karim Younes, en l'occurrence, mais pas que. Il y a eu aussi d'autres initiatives où on a clairement donné nos positions parce que les préalables n'étaient pas là. Donc, discuter avec un adversaire ou avec un opposant sur des points de vue est tout à fait louable, mais donner un blanc-seing à cette discussion-là, ça reste à discuter. Très bien. Voilà. Nourdine Aoussad, si on revient sur ce point, qu'a suscité notre ami Fatah Bendali sur qu'il fallait préserver l'État, donc ses institutions, le fonctionnement de l'État, et aussi il nous parle de ce qui guette un peu les frontières algériennes. On parle du danger du Sahel et surtout du danger de ce qui se passe en Libye. Est-ce que vous pensez que le peuple algérien doit entendre ces voix qui s'élèvent, qui mettent en danger donc un peu ce qui peut nous arriver, ou ils doivent ignorer ce genre de dialogue? On l'a déjà entendu dans le passé, et qu'il fallait se focaliser sur les revendications et un vrai changement au niveau du système en Algérie. La première des choses, c'est que moi, je ne pense pas que c'est seulement une question de confiance ou de défiance. C'est un divorce total. Le peuple algérien, si on peut parler du souci de la préservation de l'État, de faire coûte que coûte, préserver cet effondrement réel ou supposé, je pense que s'il y a un élément ou je ne sais pas, une composante de l'Algérie, de la nation algérienne qui en est soucieuse, c'est bien le Hirak, c'est bien le peuple. Bien plus je dirais que la présidence, que l'état-major, que les partis politiques. Ça, il en est certain, il n'y a pas à douter de cela. Donc le peuple est soucieux. Demain, il arrive quoi que ce soit à nos frontières, le Hirak est capable de s'arrêter un vendredi, 2 vendredis, 3 vendredis. Ils sont capables parce qu'ils savent, ils sont beaucoup plus conscients de l'intérêt du pays que ces gens qui sont en haut. Et la preuve, je vais te donner 2 faits. Il y a un point très important, Nourdine Aoussad, c'est que les Algériens, quand ils se sont soulevés, ils le disaient presque chaque semaine, c'était pour sauver l'Algérie. Sauver l'Algérie, sauver notre patrie, parce qu'il y a eu tant de dégâts qui ont été faits à ce pays, à son peuple, à son histoire, à son héritage, et que les Algériens, à un certain moment, ils se sont réveillés. Beaucoup disaient qu'ils étaient apolitisés, mais on ne sait pas comment, est-ce que c'était le bon Dieu, est-ce que c'est il y a certainement... la goutte qui a fait déborder le vase?
Il y a eu ça, il y a eu tout, un peu tout. L'accumulation, la goutte qui a fait déborder le vase, le danger, le mousli al-haq al-azam, comme on l'a exprimé certains. Donc il y a eu donc tout la ça. conscience du danger, les Algériens, ils l'ont. Ils l'ont. Parce qu'à certains moments, ils ont dit qu'on ne peut pas accepter un président qui nous gouverne, qui est sur un fauteuil roulant, qui est presque mort, qui n'est pas sur la scène politique. Donc, préserver cette Algérie, c'est le souci des Algériens. Absolument. Je vais te le traduire par deux faits. Des faits F-A-I-T-S. C'est des choses, c'est des faits. Ce n'est pas des opinions, ou de l'interprétation ou de l'analyse qui peut être juste ou fausse, acceptée ou non acceptée. D'accord. Le système, les gens qui sont au pouvoir ne savent pas qu'ils sont assis sur, je ne sais pas, une chaise piégée. Le système politique algérien, il l'a montré avec les exemples bien réels que tu viens de citer, Sénassar, qu'il est ontologiquement créateur, générateur de crise. C'est-à-dire le système tel qu'il est, il est générateur de crise. Je vais te donner deux exemples. Eux, ils pensent avoir réglé le problème. Dans une démocratie, un gouvernement, il est responsable devant l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Ce gouvernement que Tebboune a nommé, il est responsable devant qui? Il est responsable devant qui? Il est responsable devant lui, en tant que président. Or, les Algériens, quand ils se sont soulevés le 22 février, justement, c'est pour changer cette donne à Nassal. Qu'un gouvernement ne soit élu ou choisi ou désigné qu'une fois que l'Assemblée nationale a été élue démocratiquement, pour que ce gouvernement soit issu de cette Assemblée nationale. Nous, on a fait le contraire. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, mais ça, personne ne l'a souligné, je ne sais pas pourquoi. Comment il s'appelle? Abdelaziz Jarrad, dans son interview du 14 avril 2019, sa définition de la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution? La Constitution, ya Allah, c'est la base d'un État, c'est la loi fondamentale à partir de laquelle tout émane, le système politique, la gouvernance, etc. C'est quoi sa définition de la Constitution? Dans cette fameuse interview de la chaîne 3, il dit, texto, noir sur blanc, de façon explicite, que la Constitution, c'est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. C'est dangereux comme expression. Nous, le Hirak, il veut une constitution qui soit l'émanation, qui rassemble le peuple et qui soit une constitution pour 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pourquoi? Parce que le peuple l'a discuté, il l'a dialogué, il l'a choisi. Il sent, ce chef du gouvernement, il est porteur dans sa pensée, dans sa manière de voir la politique, il est porteur de crise. Donc, le Hirak, bien entendu. J'aimerais bien aussi dire un mot sur le dialogue, Sénassar, terminer sur ce dialogue. En tant que principe, le dialogue, comme vient de le dire, c'est Fatah, comme l'a exprimé, comment il s'appelle, Soufiane Djilali, etc. En tant que principe, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Boumediene, quand il a fait son coup d'État en 65, Boumediene, quand il a fait son coup d'État en 65, qu'est-ce qu'ils ont dit les opposants? Qu'est-ce qu'il a dit Ben Khadda? Qu'est-ce qu'il a dit Dahleb? Qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Khedar, qu'est-ce qu'il a dit Aït Ahmed? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas et on agit pour le changement. Mais ils n'ont pas dit ça y est, on ne le reconnaît pas, on ne fait rien. On fait quelque chose pour le changer. Moi, je pense 6 points. 3 points, c'est des préalables. 3 points, c'est des préalables. 3 libérations. La libération des otages politiques sans condition. La libération des médias. La libération du champ politique, ça c'est des préalables. Ensuite, personne ne doit aller s'asseoir sur une table de négociation, dialogue, appelons-le comme on veut, ça ne changera rien. Parce que même dans le mot négociation, je suis prof de communication et de négociation, nous avons ce qu'on appelle des négociations conflictuelles et des négociations complémentaires. Même dans le mot négociation, ça ne veut pas dire forcément qu'on est conflictuel. On peut négocier win-to-win, ce qu'on appelle le gagnant-gagnant, etc. Regarde, 3 points aussi, avant de... ما نهدرش معك ما تعرفني ما نعرفك. Comme on dit dans notre langage simple, terre à terre, etc. Tu es d'accord pour un État civil et non militaire?
que l'état-major se rencontre entre eux, comme ils l'ont fait en 89, on se retire du comité central et du bureau politique du FLN. Maintenant, ils lui disent on se retire de la politique. On se retire de la politique. Deuxièmement, le changement du système politique. Et le troisième, le changement de ces institutions par un système électoral où tous les mécanismes, les règles et la gestion soient changés. S'il n'y a pas de ces trois-là, ils le disent. Un dernier point, s'il te plaît. Regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Tu as entendu de la politique dans la bouche du chef du gouvernement? Tu as entendu de la politique dans la bouche de Abdelmajid Tebboune? Il a parlé de la pomme de terre. Et le sachet en plastique, il khobz dans les poubelles. Bouteflika, dans sa lettre, on sait bien tous que ce n'est pas lui qui l'a écrite, dans sa lettre, elle était beaucoup plus politique, elle était beaucoup plus prometteuse, elle était beaucoup plus, je dirais, rêveuse que tout ce qui a été dit par ces hommes politiques. Un dernier point, encore. Dernier point, attends, si me dire je vais le laisser. Regarde, on n'a jamais entendu parler de ça. Que le chef d'état-major dise explicitement, en lisant à partir d'un papier, ça serait quelque chose qui lui est venu comme ça, on peut lui accorder toutes les circonstances, que c'est spontané. En lisant d'un papier, il parle que les postes à pouvoir, dans les compétences, il faut qu'il y ait la loyauté vis-à-vis de l'armée et l'État, ensuite. Ça, tous les Algériens aiment leur armée et tous les Algériens ne sont pas contre leur armée. Mais que tu me dises, que tu m'exiges d'être loyal vis-à-vis de l'armée, qui n'est pas loyal vis-à-vis de l'armée? Il veut dire surtout être assujetti à la décision militaire, donc ils ne veulent pas quitter, il faut qu'ils quittent la politique. L'armée dehors, dans les casernes. Plus d'armée dans les instances politiques. Ni à Al-Mouradia, ni au boulevard Che Guevara, l'Assemblée nationale, ni dans aucune institution. Abdelouhab Zaatri, je reviens à vous. Abdelouhab Zaatri, est-ce que ce régime est arrivé à son dernier souffle, si on peut dire ça, et qu'on ne peut plus gérer l'Algérie de 2019 ou de 2020 comme on l'a géré depuis 62. Le monde a changé et les générations ont changé aussi. Les Algériens n'accepteront pas d'être gérés des mêmes pratiques qu'on a vues cette année dernière. Absolument, Khoya Nasser, la question est là. Les gestionnaires de l'Algérie depuis l'indépendance, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais les résultats sont là. Ils ont démoli l'Algérie. Regardez un ministre qui sont en prison. Regardez un général c'est des centaines de milliards de centimes qu'ils ont volés à l'État. Il y a une année ou 2 années, ils se disaient nationalistes. Jazair, ils se moquaient de nous. Ils démolissaient l'Algérie au vu de tout le monde, en groupe, et ils se moquaient de nous. On allait vers la catastrophe. Ce n'est pas eux qui subissaient la misère ou c'est Abdelouhab, il parlait de... Ils se connaissaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Parmi eux, c'est bon. Et il nous disait, c'est Abdelouhab, que Bouteflika et compagnie étaient les sauveurs de l'Algérie. Et maintenant, après le 22 février, on s'est rendu compte que c'est devenu une Aïsaba. Va comprendre. Bien entendu, mais vous et moi, nous le savions depuis longtemps. Beaucoup de gens y ont cru parce qu'ils avaient acheté la paix sociale en siège, les voitures à gogo, les salaires pour tout le monde. C'était comme ça qu'ils ont démoli l'Algérie, en refusant de construire une véritable économie productrice de biens et de services. C'est la corruption généralisée. La plupart des gens ils sont dans le besoin pourvu qu'ils aient un poste pour sa fille, pourvu qu'ils puissent acheter une voiture. Et de cette manière, ils ont démoli l'Algérie jour pour jour, heure par heure. Heureusement que le Hirak, la crise pétrolière a jette en 2014, heureusement. Et puis,
Les citoyens ont compris qu'ils allaient dans les ténèbres et ils se sont soulevés. C'est la réalité. Ce système n'a aucune excuse. Les figures que l'on a déjà vues au pouvoir doivent disparaître de la scène. C'est une évidence. Les partis qui sont qui n'arrivent pas à se situer, qui sont entre le Hirak et le pouvoir, c'est leur affaire. Mais le Hirak fonctionne de façon autonome. Il veut le dialogue, mais avec les vrais hommes du pouvoir, pas le proxy, les proxys. Il veut discuter pas avec Tebboune, mais on l'avait dit, avec les gens qui ont le vrai pouvoir. Ce sont le commandement militaire. Ils doivent négocier. Le commandement militaire doit négocier tranquillement, pacifiquement, son retrait des décisions politiques et le retour vers les fonctions qui sont très nobles, la défense du pays. Les négociations doivent se faire à ce niveau. Avant, on disait que le Hirak n'avait pas de représentants. Aujourd'hui, les gens qui ont été emprisonnés, qui ont souffert, qui ont été malmenés par la justice, par les services de sécurité, ils peuvent déjà constituer des premiers hommes à qui on peut faire confiance et qui m'a dit que le journaliste Saad Bouaqba peuvent servir d'intermédiaire pour négocier, pour dialoguer. Donc, ce que veulent les Algériens, les temps modernes, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont en France ou là en Espagne, pour ne pas dire les États-Unis ou la Blaise-Khourine, ils voient des pays qui se respectent, des politiciens qui ne volent pas, au contraire, qui offrent leurs compétences à leur pays, qui ne détruisent pas leur pays, qui ne font pas fuir les capitaux de leur pays, qui ne construisent pas des sociétés fantômes pour détourner l'argent et le transférer à l'étranger, qui pensent à la sécurité de leur pays, de la véritable sécurité, les soins pour les citoyens, la formation pour leurs enfants. Ce sont les responsables que nous n'avons jamais eus. Très bien. Très rapidement, c'est Abdelouhab, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et je dois donner un peu la parole aux invités ici. Bien sûr, allez, Judy, il fait la gueule, il m'a dit... C'est Abdelouhab Zaateri. Si on peut dire, on a parlé beaucoup de défis aussi de cette situation. Bien sûr, les Algériens sont dans une logique libératrice de leur pays, si on peut dire ça, face à ce système. Mais est-ce que vous pensez, avec tous les défis qu'on va connaître, surtout le défi économique, est-ce que vous pensez que la souveraineté populaire sera arrachée tôt ou tard? C'était le titre de notre émission de ce soir. C'est un devoir de tous les citoyens algériens, y compris ceux qui sont dans des postes de responsabilité. C'est un devoir national de sauvegarder et de défendre l'Algérie. C'est le premier point. Aujourd'hui, bien sûr, ils ont jeté en pâture toutes les richesses de l'Algérie. Chauffe la loi des hydrocarbures, la loi 51-49, l'importation des véhicules après avoir dépensé des milliards de dollars en importation et en fausses usines. Chauffe les entreprises nationales qui sont pour la plupart déficitaires et qu'on a encouragé à s'associer à des entreprises trop performantes qui vont les bouffer demain. Très rapidement, c'est Abdelouhab. Les devises, 5 000 euros par personne à chaque voyage. Tout ça, pendant que nous avions un gouvernement illicité, illégitime. C'est Abdelouhab. Merci Abdelouhab Zaateri qui est avec nous depuis Constantine via Skype, enseignant à l'université de Constantine et chercheur aussi. C'est Nordine. On ne va pas donner la parole à Ali Djoudi, on va lui faire. C'est Nordine. Qu'est-ce que vous pensez, donc, très rapidement, dernier mot de votre part? Est-ce que vous pensez que les Algériens arriveront à leur revendication, donc ce changement du système et ce nouveau pays qu'ils veulent bâtir loin de cet héritage du système? Je dirais qu'ils n'ont pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan A, aller vers ce changement radical. Le peuple n'a pas le choix. Maintenant, la balle, elle est du côté du pouvoir. Il faut que le pouvoir se saisisse de cette situation.
tel qu'il est parti maintenant, ce n'est pas pour sortir de la crise, ce n'est pas pour changer l'Algérie, mais c'est pour faire perdurer, voire empire la situation d'avant le 22 février. S'il veut vraiment que le pays renoue très vite avec la stabilité et surtout un départ pour une prospection, il faut coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte, chercher l'adhésion du peuple, l'adhésion de ces 90% qui n'ont pas voté ou qui n'ont pas participé à ces élections. Donc, il est là, c'est vital, un gouvernement d'union nationale issu de la population avec les changements que j'ai cités tout à l'heure. يعطيك الصحة. فتح بن دالي عبد العزيز بوتفليقة dans son discours en 2012 à Stif il a dit طب جناني mais le système lui a dit طب جنانك انت mais ولكن حنا le système ما طبش جنانه. Comment vous voyez les choses évoluer très rapidement avec cette volonté populaire qui est constante? Chaque semaine on le voit avec millions d'Algériens qui sortent et qui disent حنا ولا نتوما. Et beaucoup disent qu'on est un changement qui ne va pas tarder parce qu'on vit en 2020 et l'aspiration de ce peuple est totalement différente de l'aspiration du peuple de 62. Absolument. Au-delà du fait, du fait biologique, j'allais dire, ou d'un cycle qui s'achève, 2019 a été évidemment, comme chacun le sait, caractérisé par un sursaut massif, populaire, généralisé, unanime contre ce régime, à travers bien sûr le 5e mandat, mais pas que, et avec un certain nombre d'acquis. Ça serait faux de le nier, et ça serait faux aussi de dire que c'est une fin en soi. Ce n'est qu'une étape, et dans l'édito que vous avez projeté en début de séance, vous avez dit que c'est du pas à pas. Et effectivement, un pas ou deux ont été franchis. C'est sûr qu'on ne peut pas s'en satisfaire pleinement. On est loin d'arriver à l'aboutissement de cette révolution du peuple algérien. Raison pour laquelle on ne peut qu'inviter chaque Algérien qui est dans cette dynamique de poursuivre ce forcing, de poursuivre la pression, parce que le résultat n'est pas encore là. On a fait un bon bout de chemin. Beaucoup reste à faire. Déjà pour faire partir ce régime, encore une fois, mais aussi pour construire le pays. Le construire sur des bases beaucoup plus solides, sur des bases d'une Algérie nouvelle, sur les bases avec des institutions qui fonctionnent le plus normalement et le plus efficacement et démocratiquement possible. Et pour revenir à un mot-clé qui est la légitimité. La légitimité des institutions, la légitimité des gouvernants et la légitimité du pouvoir, quel qu'il soit. Très bien. Donc, voilà. Allez, Jouni, je ne vous ai pas oublié. Le dernier mot pour vous. Fatah Ben Dali dit qu'on a fait un bout de chemin, mais il reste beaucoup à faire. Et ça, c'est par rapport donc, à cette révolution algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment les choses vont évoluer très rapidement? Non, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je partage l'analyse. Moi, je souhaite dire une chose. C'est que les partis politiques qui seront tentés de dialoguer individuellement avec le pouvoir vont se faire bouffer à la petite cuillère. Si ce n'est pas dans un forum commun de toute l'opposition avec une feuille de route claire. Là, c'est une réalité. Et on connaît les tactiques de ce pouvoir. Donc moi, ce n'est pas notre ami Fatah qui est mon adversaire, c'est mon ami, c'est mon camarade. D'ailleurs, je considère tous les militants du Hirak, tous ces révolutionnaires, c'est mes frères, c'est mes camarades. Il y a des démarches que nous ne partageons pas, mais justement, il faut y aller vers un front unique. Il ne faut pas aussi tout le temps tomber dans le piège. Ah, il faut dialoguer. Pourquoi il faut dialoguer? Oui, mais est-ce que le pouvoir est là, cette intention de dialoguer? Parce que quand on dit dialoguer, ça sous-entend le Hirak, il est en train de s'essouffler. Maintenant, non. Ça fait 10 mois, le pouvoir n'a pas reculé d'un iota. Il est en train de continuer sa politique comme si rien, il n'y a pas de révolution durant 10 mois sur les 48 wilayas. Donc c'est pour ça que je souhaite que cette détermination du Hirak doit être la même
au sein des partis politiques et au sein de la société civile. En tout cas, pour moi, en tant que riposte, je m'inscris dans cette démarche. Avec une pensée au shahid Khidar, qui a été assassiné le 3 janvier par le pouvoir criminel algérien. Et que sa famille est en train de demander la vérité sur son assassinat. Ali Djoudi, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Ali Djoudi, président de Riposte International, qui était avec nous. Bien sûr, je pense que vous avez donné le temps qu'il faut pour... Nordine Aoussad, professeur Nordine Aoussad, écrivain universitaire, c'est Nordine, et M. Fatah Bendali, vice-président de Jildadid Europe et membre du Conseil national. Merci beaucoup. Abdelouhab Zaatri, qu'on remercie aussi, qui était avec nous depuis Constantine, via Skype. Abdelouhab, merci pour votre participation. Et Madame Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP. Un seul héros, le peuple, et ce peuple mérite tous les honneurs.